Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les enjeux du continent. Ce soir, nous allons parler de l'Alliance des États du Sahel. Il y a un an, l'hypothèse d'un retrait de l'AES, de la CEDEAO, était en discussion. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le 29 janvier 2025, le retrait officiel du Mali, du Niger, du Burkina Faso a été acté, malgré un délai supplémentaire de 6 mois accordé par la CEDEAO pour revenir sur cette décision. Alors que les dirigeants des trois pays affirment qu'aucun retour en arrière n'est envisageable, quelles seront les conséquences de cette rupture sur les 72 millions d'habitants concernés, mais aussi sur l'équilibre diplomatique, économique et militaire de la sous-région? Pour en parler, je suis entourée ce soir d'un panel d'invités. Frédéric Tchoungui, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Vous êtes analyste politique et vous allez nous aider à décrypter ce thème. Sédi Kaba, ravi de vous revoir sur le plateau. Bonjour. Vous êtes universitaire, écrivain, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Et depuis peu, rédacteur en chef du site Monde Afrique. C'est important de le dire. Et enfin, Ibouba, ravi de vous retrouver également sur le plateau. Vous êtes journaliste politique. Exactement. Bonjour Soukaina. On l'a évoqué, il y a plusieurs enjeux dans ce retrait de l'AES, de la CEDEAO. Il y a notamment l'aspect sécuritaire, l'aspect de libre circulation. Il y a aussi une redistribution un petit peu des cartes diplomatiques. Sédi Kaba, si vous deviez retenir qu'un seul enjeu majeur, quel serait-il? Non, je crois que moi, personnellement, j'ai plaidé pour qu'il ait l'Alliance des États du Sahel. Et depuis juillet, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, à côté d'une CEDEAO, pas dans la séparation. Le fait est que cet acte, la séparation a été actée d'abord au sommet d'Abuja le 15 décembre 2024, puis le 29 janvier, c'est devenu effectif, puisque les drapeaux de 3 États ont été retirés du siège de l'organisation sous-régionale à Abuja, et dans les États aussi, les drapeaux de la CEDEAO ont été retirés. Donc, la séparation est aujourd'hui consommée. Mais de mon point de vue, ce qu'on redoutait, une sorte de confrontation, ne s'est pas produite puisque la CEDEAO a eu, elle aussi, la sagesse de dire que rien ne change. Tout ce qui est acquis communautaire reste valable après le 29 janvier. Et c'était la position aussi des États de l'AES qui ont demandé que la libre circulation des personnes et des biens. Donc, ça prouve quand même que de part et d'autre, il y a des intérêts mutuels, à la fois sur le plan sécuritaire, puisque le défi sécuritaire se pose aujourd'hui pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, et l'épicentre de ces défis sécuritaires, c'est les 3 pays de l'AES, c'est la zone des 3 frontières, c'est eux l'épicentre. Donc on ne peut pas lutter contre l'insécurité sans eux. Eux ont besoin des autres pays aussi pour lutter contre l'insécurité. Si vous prenez sur le plan économique aussi, ces 3 pays sont des pays sans façade maritime qui vont continuer donc à coopérer avec d'autres pays qui sont dans la CEDEAO. Et donc, on va revenir juste après sur ces pays qui rentrent peut-être dans la course. On pense au Maroc, on pense au Togo, il y a plusieurs États qu'on va pouvoir évoquer. Je voudrais qu'on fasse un tour de table. Ibouba, également, qu'est-ce que cette rupture consommée, elle va changer pour les 72 millions d'habitants? On l'a dit, au niveau des passeports, par exemple, c'est l'un des cas, ça ne va pas forcément avoir de changement effectif. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce divorce consommé? Écoutez, de ce 29 janvier 2025 29 janvier 2025, je dirais bien 29 janvier 2024, où donc effectivement la signature donc, de cette parité a été faite par cette association de l'AES notamment, qui aujourd'hui donc essaye donc de se positionner dans le continent et est en train de donner une voix tout à fait particulière, qui peut-être sûrement donc à la vision spontanée des spécialistes ou des gens qui peut-être sûrement des panafricanistes sont tout à fait donc flirtent avec ce gaieté de cœur, puisque jusque là donc il y a plusieurs raisons qui font que on peut surseoir un tout petit peu à avoir de l'espoir donc sur cette association là de ces 3 membres qui sont en train de donner un exemple plutôt donc à l'Afrique. Ça c'est une petite parenthèse. Géopolitiquement, ça pose un problème, puisque justement, ces pays ne pourront jamais se dissocier donc, de ces 3 pays-là, puisqu'ils sont liés économiquement, ils sont liés socialement, ils sont liés culturellement, en quelque sorte. Donc, il va falloir faire une étude tout à fait particulière, d'une certaine acuité, d'ailleurs, en fait, en quelque sorte, pour essayer
de voir quelles sont les solutions palliables ou est-ce qu'il est possible de créer une autre organisation parallèle, parce que nous sentons bien sûr la mort de la CEDEAO en quelque sorte. Ça, il faudra donc pour oser vous, le ça va dire. venir fracturer C'est encore sûr, plus c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, c'est un hameçon qui a été lancé. Les gens, ils ne croyaient pas que c'était possible donc, de vivre ce que l'AES vit aujourd'hui. Malheureusement, l'AES montre que c'est bien possible. Si nous voyons les réalisations qui se font au Burkina Faso, au Mali et au Niger, donc je crois que c'est possible d'avoir la souveraineté en Afrique. Frédéric Chungui. Alors, je vais reprendre les mots du ministre des Affaires étrangères du Mali qui a dit que l'AES quitte la CEDEAO mais pas l'Afrique de l'Ouest. Cela veut bien dire que les partenariats économiques, politiques et culturels et sociaux même restent de convergence. C'est-à-dire qu'il y aura toujours cette envie de travailler ensemble pour l'épanouissement d'une Afrique de l'Ouest et le renforcement des procédés économiques, sociaux. Maintenant, je pense que ce qui a été la fracture, c'est surtout au niveau sécuritaire, où ces États de l'AES essaient de pouvoir réguler, entre guillemets, leurs frontières, mais cela, et ils ont bien compris, ne se fera pas sans la CEDEAO. Et il y a surtout, le point d'orgue, c'est surtout cette dissociation philosophique, si je peux me permettre, dans le sens où l'AES vient avec un nouveau narratif, avec une nouvelle manière de penser, pas plus panafricaine. En tout cas, on a l'impression qu'elle est dans une vision plus panafricaine au niveau de la région d'Afrique de l'Ouest et souhaite avoir dans ses politiques plus de flexibilité et plus de possibilités de décider de son avenir en se basant plus sur des échanges bilatéraux par rapport aux besoins de leur pays spécifiquement que sur une multilatéralité qui pourrait peut-être, où ils se sentent peut-être biaisés. On va essayer de comprendre comment cette rupture, elle va redistribuer les cartes de la diplomatie. Vous l'avez dit, Cédric, les 3 pays de l'AES, ce sont des pays continentaux, donc qui dépendent d'autres pays justement pour leurs échanges. On pense notamment au Mali qui s'appuie sur la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina qui dépend également de la Côte d'Ivoire, et il y a le port de Lomé qui joue un petit peu un rôle central. Il y a le Maroc qui fait un petit peu du pied également aux États de l'AES. Est-ce que finalement le retrait de ces 3 pays de la CEDEAO, ça va déstabiliser l'organisation sous-régionale dans les accords, dans les échanges économiques? Non, je crois que les échanges économiques ne vont pas fondamentalement changer. En tout cas, si l'on en croit ce qui vient d'être décidé, y compris la tarification douanière, tout ce qui est acquis communautaire va rester. Et même si les États de l'AES ne font plus partie de la CEDEAO, les relations bilatérales d'un État à un autre vont continuer à rester. Le Mali aura toujours besoin du port de Dakar et du port d'Abidjan, même si depuis peu, il y a un effort qui est fait pour inclure le port de Conakry, mais ça représente à peu près un maximum de 10%, ce qui est Conakry. Le 90% passe soit par Dakar, soit par Abidjan. Et réciproquement, ces États côtiers ont intérêt à ce que les choses passent. Aujourd'hui, on a vu l'impact que le fait de fermer la frontière avec le Niger a sur le port de Cotonou. On a vu au temps de la sanction aussi l'impact que le fait de ne pas faire des importations et des exportations maliennes par le port de Dakar a eu sur les recettes qui sont quantifiables, les recettes du port de Dakar. Donc de ce point de vue, les choses ne vont pas changer fondamentalement. Mais il y a aujourd'hui une donne qui est la donne sécuritaire. Si vous prenez par exemple l'essentiel des importations et des exportations du Niger, se font par la route. Et il faut, à partir du moment où le port de Cotonou est fermé, il faut passer par le port de Lomé qui est l'autre port le plus proche. Mais comme le Niger n'a pas de frontière avec le Togo, il faut forcément passer par le Burkina Faso. Or, en raison de la situation sécuritaire, ça rend plus complexe le passage par le Burkina, à la fois en termes de délai, en termes de coût, ça devient plus important. Et au final, quand le produit arrive au Niger, aujourd'hui, ils ont un certain surenchérissement de ces produits, que certains ont augmenté de 50%, certains de 30%, certains de moins que ça. Donc, il y a un enjeu qui est important ici, et je crois que c'est dans ce contexte-là que le Maroc a fait justement cette offre. Mais il est évident que je ne suis pas sûr que ce soit moi personnellement le meilleur choix quand un pays comme le Niger
va importer ou exporter par le Maroc. Je ne suis pas économiste, mais la difficulté qu'il y a, traverser d'abord la Mauritanie, traverser le Mali, traverser le Niger, c'est clair que ça a un coût. Mais d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue stratégique, c'était important que le Maroc se positionne dans le contexte aussi de sa rivalité avec l'Algérie. Il ne faut pas oublier. Quand vous regardez cela, il faut regarder les relations que les pays de l'Alliance ont aujourd'hui avec l'Algérie. Je pense particulièrement au Mali qui est dans une situation aujourd'hui de relations assez tendues avec l'Algérie alors que le Niger a fait un rapprochement avec la Sonatra, avec les autres pays. Et qu'en est-il justement des États? On parlait du Togo à l'instant. Il y a aussi le rôle du Sénégal qui s'était positionné comme médiateur entre l'AES et la CEDEAO. Finalement, est-ce qu'il va se retrouver un petit peu entre ces deux institutions? Quel avenir, par exemple, pour ce type de pays? Oui, mais écoutez, c'est un peu difficile de le notifier, puisque le Sénégal, c'est sûr que donc jouera son rôle, forcément parce qu'il a été... il a été choisi donc, parmi tant d'autres, tout en essayant d'avoir donc, cet espoir donc, de la CEDEAO pour pouvoir pallier à ce problème-là. Mais vous savez... Est-ce qu'il pourrait devenir un pivot comme l'a été le Togo pour l'AES par exemple? Le Sénégal notamment. Oui, peut-être, bien sûr. Le Sénégal peut être un pivot aussi, toutefois qu'il arrive à rejoindre l'AES. Ça, c'est clair. Donc, c'est d'ailleurs le pays fondamental ou le pays, je sais pas, le pays le plus particulier qui peut peut-être sûrement jouer ce rôle de pivot-là en ce moment. Aujourd'hui, si le Sénégal parvient à rejoindre l'AES, ce qui veut dire que les cartes sont à rejouer, à refaire. Ça, c'est clair. Mais est-ce que maintenant, politiquement et selon les institutions aussi qui entourent le Sénégal, est-ce que cela est possible? Parce que c'est juste la question de diplomatie aussi qui se pose. Est-ce que le Sénégal peut se dissocier aujourd'hui directement de la CEDEAO du jour au lendemain? Je ne crois pas. Donc, essayons de voir juste ce qui va se passer. L'avenir nous dira. Bien, même si sans doute je sais que ça sera le bonheur plutôt donc, de cette association de voir aujourd'hui le Sénégal rentrer dans ces rangs-là. Ben, oui, c'est quelque chose de souhaitable. C'est ce que souhaitent tous les panafricains, donc, de toute façon, notamment moi personnellement qui suis d'origine sénégalaise. Mais est-ce que cela est possible? Je ne crois pas. Politiquement, je ne crois pas parce que la diplomatie est là et posera un frein. Alors, juste pour rebondir, lorsqu'on parle de l'intégration d'un pays tiers dans l'AES, surtout d'un pays côtier, parce que c'est tout l'enjeu, pour l'instant, je pense que ce n'est pas encore à l'ordre du jour parce que lorsqu'il y a eu la rupture entre l'AES et la CEDEAO qui a été consommée le 29 janvier, on se rend compte que les rapports économiques vont rester fondamentalement les mêmes. C'est-à-dire que l'AES ne devient pas une région, une zone enclavée qui va maintenant devoir redéfinir concrètement ses rapports économiques avec l'ensemble des pays de la CEDEAO pour trouver un nouveau port, par exemple, si jamais ça rentrait en vigueur, que la CEDEAO disait nous allons complètement fermer le robinet au niveau du port, ce qui est impensable d'un point de vue économique parce que ces pays aussi dépendent de l'AES, il faut le dire, ces pays côtiers. Donc on n'en est pas encore là fondamentalement parce que les rapports économiques de libre circulation des biens et des personnes, donc ce qui inclut l'acheminement des marchandises des côtes jusqu'à l'intérieur, ne va pas fondamentalement changer. Donc pour l'instant, l'AES, je pense, n'a orchestré ce départ que d'un point de vue idéologique pour l'instant. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment avoir ce sentiment de souveraineté, la possibilité de pouvoir développer leur économie par eux-mêmes et de pouvoir choisir leurs partenaires économiques. Est-ce que la CEDEAO, à l'inverse, elle va être fragilisée par ce départ, Sidiki? Bien sûr, la CEDEAO va être fragilisée par ce départ, du fait de la démarche d'intégration. C'est clair que déjà, il y a eu dans les années 2000 le départ de la Mauritanie. On est revenu à 16, même si la Mauritanie maintenant est devenue un État associé à la CEDEAO pour faciliter, puisque la proximité de la Mauritanie, ce n'est pas avec le Maghreb, c'est plus avec le Sénégal, avec le Mali. Je pense qu'il y a plus de relations en passant par le port de Rosso pour aller au Sénégal qu'avec les autres pays du Maghreb, puisque à l'époque, l'argument de la Mauritanie, c'était de dire qu'elle était plus un pays du Maghreb qu'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais je crois que les réalités économiques et même des échanges ont montré à la Mauritanie que son ancrage, c'est plus l'Afrique de l'Ouest que le Maghreb. D'ailleurs, comme par hasard, puisque vous savez, la région la moins intégrée de l'Afrique, c'est le Maghreb. C'est là où les échanges sont les plus mauvais pour des raisons
sur lesquels on ne va pas s'attarder. Mais donc, il y a eu maintenant le départ il y a eu déjà ce départ, on était revenu à 15, maintenant il y a 3 départs en même temps qui sont en même temps, on passe à 12. C'est clair que dans la démarche d'intégration, il y a une sorte de régression par rapport à l'effort qui devait être fait, puisque dans le paradigme des pères fondateurs, c'était construire les unités par sous-région, ensuite en venir à l'unité continentale. Donc pour la CEDEAO, c'est clair que le départ de ces pays constitue un recul dans la démarche qui a été faite. Et à mon avis, ça pose aussi, pour la CEDEAO aussi, la nécessité de s'interroger sur les raisons qui ont amené à ce départ. Le fait qu'elle ait décidé de faire des sanctions, le fait qu'elle ait elle-même a choisi d'afficher un profil bas quand il y a eu les modifications constitutionnelles et d'attendre les sanctions seulement, le coup d'État pour sanctionner les États. Donc, je crois que non seulement pour elle, il y a une sorte de recul par rapport à son agenda, mais il y a aussi une nécessité absolue de s'interroger sur ce qui a pu amener à cette situation-là. Si elle ne le fait pas, à mon avis... Et d'où ce délai peut-être de 6 mois? Non, le délai n'a rien à voir, absolument rien à voir. Le délai a été donné justement parce qu'il y a le Sénégal et le Togo qui ont été mandatés, dont le mandat a été renouvelé. Le 15 décembre, le mandat a été renouvelé, d'essayer de convaincre les États de rester ou en tout cas de revenir s'ils partent. Mais le délai n'est pas un élément indicateur de la volonté d'autocritique. Il faut que la CEDEAO fasse son autocritique, à mon avis, et qu'elle voit qu'est-ce qu'elle peut arranger. Moi, je ne suis pas partisan. Moi, je ne pense pas que la CEDEAO d'abord va disparaître. C'est une première fois. Et je ne suis pas convaincu que la CEDEAO n'a rien foutu pendant 50 ans. Il y a des aspects sur lesquels elle a été d'une utilité. Il y a des choses qu'elle a faites. Au moment où, en Afrique centrale, pour donner un exemple, vous ne pouvez pas aller du Cameroun en Guinée équatoriale. Au moment où cela se faisait, la CEDEAO était une des premières institutions de la sous-région à faire la libre circulation des personnes et des biens. Ensuite, aujourd'hui, si vous regardez statistiquement, les échanges communautaires au niveau de la CEDEAO sont les deuxièmes après l'Afrique de l'Est. C'est 19% d'échanges entre les pays de la CEDEAO. Alors que le Maghreb, pour prendre un niveau de comparaison, c'est 3%. Donc, il y a des choses qui ont été faites, il y a des erreurs qui ont été commises. Je crois qu'il faut aller dans une autocritique, voir ce qui ne va pas et ce qui peut être corrigé. Je vous voyais réagir quand on parlait de régression de la CEDEAO et en même temps, je vous voyais pas tout à fait d'accord avec Cédric sur le... Je suis pas trop d'accord avec les grands frères, mais bon... non, mais c'est... Absolument. Ma vision spontanée des choses, donc vous savez, aujourd'hui, la CEDEAO perd 27 millions de sa population. En fait, si nous faisons donc l'effectif du Niger, du Mali et comment ça s'appelle, du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Donc, vous voyez, sur le point géographique, ça pose un problème. Sur le point économique, ça pose un problème. Les échanges bilatéraux, ça existeront toujours, ça c'est clair. Maintenant, le fond du problème est que l'entité qui est la CEDEAO, est-ce qu'elle a toujours joué son rôle préconisé? Je ne crois pas du tout, parce que même pour la libre circulation des biens et des personnes pose un problème. Aujourd'hui, donc avec la carte CEDEAO, quand vous voyagez, vous quittez le Burkina Faso pour venir au Sénégal ou pour partir au Mali, vous faites contrôler. Donc les populations ont toujours crié de haut pour savoir que des fois, il y a des problèmes qui se posent avec la police, donc la police des frontières. Et pourtant, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Normalement, donc vous ne devez pas être embêté. Mais aujourd'hui, quand vous faites ce voyage-là, comment ça s'appelle, par les transports en commun ou autre, par la route, vous avez toujours ce problème-là. Donc, c'est un problème. Est-ce que pleinement la CEDEAO aussi a toujours fait face plutôt au problème donc, de l'entité de tous ces pays qui le constituent? Je crois que non, puisqu'il faut être sage. Nous avons vu le problème du Mali. Le Mali qui a été initiateur de cette association-là, d'ailleurs, qui était le premier à sortir de la CEDEAO, puisque après l'embargo, une sorte donc, de sanction qui s'est mise à sa place, ce qui n'était pas normal, en quelque sorte, puisque d'abord, ce qu'il faudra cultiver, c'est la zone géographique. Nous sommes tous des Africains, nous constituons donc le même peuple, il y a une histoire qui nous lie, mais il y a des choses qui ne peuvent pas se faire d'une façon ipso facto, parce que justement, donc il y a les Occidentaux qui ont mis l'accent là-dessus et que vous devez réagir. Vous voyez ça comme une forme de régression également? Ah, bien sûr, c'est une forme de régression. Maintenant, à savoir, là où je ne suis pas peut-être sûrement d'accord avec le grand frère, c'est qu'à un certain moment donné, essayons de voir
ce que fera la CEDEAO. Et je crois que la CEDEAO, sous peu de temps, va disparaître. Et j'en suis persuadé que ça va disparaître parce que ce que nous voyons en esquisse et ce qui est en train de se transformer, aujourd'hui, la jeunesse actuelle, la jeunesse africaine, la jeunesse panafricaine, je dis bien, donc elle est tout à fait éveillée, elle a une autre culture de la situation, elle a une autre vision donc, du monde. Et à mon avis, la vision, elle est posée sur cette liberté, comment je dirais encore, donc, ce panafricanisme et autres qui s'articulent autour de cette liberté-là. Donc aujourd'hui, les Africains, la jeunesse africaine flirtent avec cette réalité-là. On va laisser oui, peut-être tout à fait. Alors moi, je pense qu'effectivement, il ne faut pas minimiser le fait que ces 3 pays ne soient plus dans la CEDEAO. Pourquoi? Parce que ça dénote malheureusement la fragilité et aussi le manque de crédibilité de cette organisation. Je vais revenir, lorsque je parle de manque de crédibilité, je vais parler surtout de la situation, comment la situation a été gérée au Niger en 2023. Lorsqu'il y a eu le coup d'État, il y a eu une posture de la CEDEAO qui a voulu se positionner, bon c'est son rôle en réalité, elle a voulu se positionner comme étant celle qui va régler le conflit. Mais on l'a bien vu qu'elle n'a pas été en capacité de régler le conflit. Donc en fait on est dans cette posture-là de la CEDEAO qui malheureusement n'a pas été capable de, premièrement, de mettre de manière concise et précise cette intégration régionale économique qu'elle prône, mais surtout l'aspect sécuritaire. Elle n'a pas été capable de mettre en place, même si je sais qu'entre 2020 et 2024, elle a essayé de mettre en place une force pour pouvoir, en tout cas une force pour pouvoir intervenir dans les différents espaces où il y a du terrorisme, du djihadisme. Elle n'a pas été capable de résoudre ces problèmes. Et de ce fait, moi je vais plus aller dans votre sens, effectivement. Je pense que si la CEDEAO ne se réforme pas en substance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réelle refonte de son idéologie, elle est amenée à disparaître. Pourquoi? Certes, les pères fondateurs de la CEDEAO, ce ne sont pas des personnes qui étaient inféodées à l'occidentalisme. Ce sont des pères fondateurs, les Kwame Nkrumah, etc. Ils avaient vraiment une vision panafricaine. Mais on se rend compte qu'au fur et à mesure, on s'est déplacé de cela et beaucoup de personnes, beaucoup d'analystes aujourd'hui se posent la question de savoir pour qui roule la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO roule vraiment pour les peuples ou bien est-ce qu'elle veut mettre en place des politiques qui vont lui permettre d'avoir des investissements étrangers? Je vais prendre un dernier exemple. Vous savez, par exemple, vous connaissez le American Act qui fait que les Américains vont investir chez vous si vous avez les tenants et les aboutissants de ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire l'inclusion sociale par le genre, la démocratie est exacerbée. On se rend compte qu'on a l'impression que les communautés régionales africaines sont plus dans une idéologie de faire plaisir à ces grandes puissances-là en adoptant leur code. Tandis que nous le voyons bien avec le départ de ces pays de l'AES, il y a une rupture entre ce que veut la jeunesse africaine et ce que veulent les dirigeants africains parfois, et c'est là où le bas blesse malheureusement. Je crois qu'il faut faire un peu de pédagogie, surtout pour les gens qui sont beaucoup plus jeunes et qui nous suivent. Lorsque la CEDEAO a été créée en 1975 plutôt, 75. Jusqu'en 2001, elle s'occupait de l'intégration économique. C'est à partir de 2001 qu'il y a eu un protocole additionnel à Dakar qui a inclus la dimension politique et sécuritaire. Donc, si on devait faire le bilan, objectivement, il faut distinguer la période où la CEDEAO ne s'intéressait pas aux questions politiques et la période où elle s'intéresse aux questions politiques qui commence à partir de 2001 avec ce protocole additionnel de Dakar. Et il y a eu un débat jusqu'à récemment si la CEDEAO devait retourner à sa mission fondamentale qui est celle de l'intégration économique et ne plus s'occuper de la politique. Parce que personne avant le protocole de Dakar additionnel ne posait de difficultés par rapport à la démarche qui était celle de la CEDEAO, la CEDEAO économique. Le débat ne porte pas, même pour ceux qui sont les détracteurs, ne porte pas sur la démarche économique. Parce que souvent quand on parle de... La CEDEAO est une des premières organisations à avoir obtenu le prélèvement communautaire. Vous savez c'est quoi le prélèvement communautaire? Lorsqu'on crée des organisations, y compris l'Union africaine, chaque État cotise en fonction de ses capacités. Et les 5 pays qui cotisent le plus pour l'Union africaine, tout le monde les connaît, c'est l'Algérie, l'Égypte, l'Afrique du Sud, la Libye en son temps, etc. La CEDEAO a créé ce prélèvement communautaire qui permet d'avoir des ressources de fonctionnement à partir des échanges entre les 0,5% des échanges
permettre d'avoir un fonctionnement. Donc, il y a des choses sur lesquelles la CEDEAO a été visionnaire, elle a même été révolutionnaire par rapport au reste du continent. Tout le malentendu qui est créé aujourd'hui a commencé avec le pacte additionnel. Et c'est que le pacte additionnel... Occulter cette première partie, oui, l'essence même de la CEDEAO, où la CEDEAO a fait des choses qui ont marché, où elle a été pionnière. Maintenant, le protocole additionnel, et dans le protocole additionnel, ce qui pose le plus de problèmes, c'est le fait que la CEDEAO elle-même n'ait pas été cohérente. Et elle ne l'est pas aujourd'hui. Si vous prenez même le sommet qui vient de se passer à Abuja en décembre, la CEDEAO, en Guinée-Bissau, le président a décidé qu'il n'y aurait pas des élections législatives parce qu'il a perdu les élections, etc. Mais la CEDEAO n'a pas été capable de dire au président de Guinée. Donc, il y a une certaine incohérence que la CEDEAO a pu avoir du fait de ce choix, de son propre choix à elle, sur la dimension politique. Mais le malentendu commence à partir du pacte additionnel. Ce n'est pas à partir de la période qui est celle de l'intégration économique. Moi, je ne peux pas être convaincu que sur le plan de l'intégration économique, mon frère Ibou a parlé de tracasseries. Les tracasseries, ce sont des mesquineries qui ont été créées par des propres policiers, par des États. Ce n'est pas la responsabilité de la CEDEAO. La CEDEAO a même créé une task force qui est dirigée par l'ancien président du Niger, le général Salou Djibo, pour combattre justement ça. Ce sont des choses que des policiers véreux ont créées. Un Nigérien qui débarque à Dakar avec son passeport, moi je suis allé plusieurs fois, vous n'avez pas besoin de justifier là où vous allez rester. Vous donnez une adresse seulement, vous n'avez pas besoin de montrer que vous avez un billet retourné. Donc il y a une libre circulation des personnes et des biens qui est une libre circulation. Maintenant, elle a été entravée par des choses, des tracasseries que des gens ont créées. Mais on ne peut pas mettre cette tracasserie sur le compte de la CEDEAO pour dire qu'il n'y a pas de libre circulation des personnes et des biens. Frédéric, je vous voyais réagir. Non, je pense qu'effectivement, je rejoins je vais vous rejoindre quand même, c'est-à-dire que dans le fonctionnement, effectivement, on ne peut pas tout imputer à la CEDEAO, surtout lorsqu'il, monsieur Sidi Kaba fait la référence du fait qu'il y ait aux frontières sans doute des personnes qui souhaitent monnayer finalement le passage des populations d'un côté ou d'un autre. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas aussi dédouaner le fait que la CEDEAO se retrouve dans une situation où elle n'a pas été capable, je veux parler d'un point de vue sécuritaire, en réalité, n'a pas été capable d'implémenter. Vous avez parlé tout à l'heure d'une task force, très bien, mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que la situation a drastiquement changé au niveau des frontières des pays du Sahel? Quand on prend le cas des invasions djihadistes, il y en a toujours et encore plus. Et malheureusement, de ce point de vue-là, la CEDEAO a échoué. Elle a échoué à être capable de mettre en place une force sécuritaire qui allait pacifier la région, ou au moins essayer de le faire. Et la réponse des États de l'AES qui veulent se réunir et créer une force, c'est une très bonne chose. Avec, si je ne me trompe pas, c'était une armée commune de 5000 hommes. Est-ce que c'est une réponse crédible aujourd'hui? C'est la réponse qu'il faut. Honnêtement, c'est la réponse qu'il faut aujourd'hui. Peut-être que ça va aller... mais est-elle crédible? Est-elle c'est le début. Réalisable? Au moins, c'est un début. C'est déjà un début et on verra par la suite si ça se poursuivra. Mais au moins, au début, c'est déjà une bonne chose. Je crois qu'elle est tout à fait crédible. Je dirais tout de suite positivement oui, puisque vous savez très bien que tout ce que l'AES a promis depuis qu'elle est là, elle l'a respecté. C'est un problème fondamental. À la vision spontanée des choses, vous le voyez. Il y a un problème qui se pose au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO n'a jamais voulu prendre ses responsabilités à temps. Elle a toujours traîné ses pattes sur les problèmes africains, qui est son rôle premier à jouer. Elle ne joue pas son rôle quand il faut jouer son rôle. Nous n'avons pas oublié, le temps est là. Il y a eu des problèmes de coup d'État qui se sont posés ici en Afrique. Vous avez très bien vu la réaction de la CEDEAO. Il y a tant d'autres. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut noter de cette CEDEAO-là. Aujourd'hui, la CEDEAO, on se pose même la question à savoir, sa même mise économique, elle vient d'où? C'est juste là aussi le fond du problème, parce qu'il y a certains bailleurs qui, à mon avis, à ma vision spontanée des choses, essaient d'injecter des sources pour pouvoir manipuler cette association-là. D'où aujourd'hui, les Africains prônent et flirtent avec la souveraineté, mais malheureusement, cette souveraineté que veulent les Africains, ce n'est pas ce que nous vivons avec cette CEDEAO-là. Donc, cette CEDEAO-là, à un certain moment donné, avec cette jeunesse que je vois, tôt ou tard,
il y aura des entités qui vont disparaître et il y aura des pays qui vont se dissocier donc de la CEDEAO. Tôt ou tard, j'en suis persuadé, peut-être sûrement ça sera dans 5 ou 10 ans, mais nous allons pouvoir le voir. Et en ce moment-là, la CEDEAO va dégringoler. Je suis le plus ancien peut-être sur le plateau, c'est pour ça que je convoque l'histoire souvent. Pour ceux qui s'en souviennent, la CEDEAO avait envoyé une force ECOMOG au Libéria et en Sierra Leone pour défendre la démocratie dans ces pays-là. Et plus récemment, Ibou témoignera, puisque le Sénégal était le pays lead, c'est la CEDEAO qui a permis l'éviction de Yahya Jammeh du pouvoir. Yahya Jammeh a perdu les élections, il est resté là. Et c'est une force de la CEDEAO qui a été déployée avec le Sénégal comme pays d'appui pour rétablir la démocratie. Donc il y a des choses qui ont été faites. Oui. Il y a des choses qui sont insuffisantes, y compris la discrétion de la CEDEAO quand il s'agit du 3e mandat. Tout le monde a quasiment vu venir le coup d'État en Guinée, Guinée-Conakry. Quand le président a modifié la constitution et la CEDEAO, malgré les appels que les gens ont faits et continuent de faire, n'a rien fait jusqu'au coup d'État. Donc il y a des choses qui sont reprochables à la CEDEAO et que je pense, nous, si nous de l'AES, si les pays tirent les leçons de l'échec de la CEDEAO pour aller beaucoup plus loin que ce que la CEDEAO a fait, c'est absolument une bonne chose pour les pays. Et de toute façon, il y aura besoin, même que la réussite de l'AES, quelle que soit la réussite que l'AES travaille avec des pays. On a parlé d'insécurité. Mais quand on voit que l'AES concentre justement les principaux pays qui luttent contre la menace djihadiste dans le Sahel, qu'est-ce que ça va changer en fait pour l'organisation sous-régionale? Il est important que, et c'est ça, je pense, ce qui nous a manqué, et ce qui a fait qu'on n'a pas eu de bons résultats dans la lutte contre le terrorisme au Sahel depuis longtemps, c'était le fait que chacun a pensé qu'il pouvait lutter à lui tout seul contre le terrorisme. Le fait qu'on n'ait pas réussi à se mettre ensemble. Même les tentatives du G5 Sahel, malgré ce qu'on dit, ne sont pas allées aussi loin que ce que l'AES montre aujourd'hui. Il y a eu, en mai 2024, à Tawa, dans le nord-ouest du Niger, des manœuvres conjointes des forces armées des pays de l'AES, plus le Togo, plus le Tchad. Et ça, maintenant, il y a aujourd'hui des officiers d'état-major qui sont nigériens déployés au Burkinabé. Donc, il y a une démarche parce que l'AES dit qu'un de ces principes se construit une architecture de défense et de sécurité commune. Ça, c'est important pour gagner la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas suffisant, mais c'est important. Il faut d'abord qu'on puisse mutualiser les moyens, qu'on puisse partager le renseignement, qu'on puisse aller aussi loin. Mais la lutte contre le terrorisme au Sahel, tout le monde le sait, elle n'a pas que la dimension sécuritaire et militaire. Il faut trouver du travail pour les jeunes, pour que les groupes ne les recrutent pas. Il faut la justice sociale, il faut la cohésion, il faut tout ça. Même si il y a un succès sur le plan militaire, il faut qu'il soit complété à ça. Mais de ce point de vue, il y a quelque chose qui se met en place aujourd'hui dans la région, au niveau de l'AES. Il faut l'encourager. Et il faut aussi, je pense que l'autre chose inédite, et je l'avais dit ici une fois, c'est que l'AES a réussi et qui n'a pas été réussi par le passé par la CEDEAO par exemple, c'est qu'aujourd'hui le Mali et le Burkina achètent leur pétrole au Niger, qui est un pays producteur de pétrole, alors que le Niger, avant d'être producteur, achetait son pétrole peut-être au Venezuela, alors qu'il y a le Nigeria à côté. Donc il y a aujourd'hui un changement de paradigme, et ce changement de paradigme est nécessaire. Aucun Africain sérieux ne peut être content de la façon du paradigme des relations qu'on a avec le reste du monde, y compris avec des pays comme la France, qui est notre ancienne puissance coloniale. Et vous avez vu récemment la polémique qui a été créée par les propos que Macron a tenus. Ce n'est pas des propos respectueux, et tout le monde veut qu'on sorte de ce type de relations, où la France ne peut pas avoir une relation verticale avec ses anciennes colonies, où on dicte aux gens, ou parce que la France ne s'entend pas avec un homme ou une personne. La Mauritanie, le Centrafrique, le Togo aussi doivent s'aligner derrière la France pour ne pas s'entendre avec cette personne ou avec cet État. Il faut qu'on sorte de cette relation. Et je pense que sur ce plan-là, quelque chose de nouveau vient de se créer et il faut l'encourager. Merci Seydi Kaba pour vos renseignements, vos explications. On va prendre une courte pause, on revient dans un instant sur Vox Live. On va passer dans la deuxième partie de l'émission.
Merci d'être avec nous sur Vox Live. Le débat se poursuit et l'un des axes de cette séparation qui a été actée le 29 janvier, eh bien, c'est l'impact sur la libre circulation des personnes. Vous l'avez probablement vu, le communiqué de presse le communiqué de la CEDEAO qui a demandé à ses membres de continuer à reconnaître les passeports des pays sortants jusqu'à nouvel ordre. En parallèle, l'AES a mis en circulation son passeport. Frédéric Tchoungui, est-ce que c'est une décision sage de l'AES de continuer à reconnaître les pays, effectivement, oui, bien sûr, les pays de la... c'est comme je l'ai dit en début d'émission, le ministre du Mali, des Affaires étrangères du Mali a bien noté qu'il sort de la CEDEAO mais pas de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut bien dire que les échanges économiques de personnes, la circulation des personnes et des biens sera respectée. Pourquoi? Parce que ça favorise l'inclusion en réalité de la société, dans la région. Vous savez, l'AES, les pays de l'AES n'ont pas vocation à se couper totalement de la CEDEAO. Sortir, moi je le mentionne ici, je pense que c'est plus un acte symbolique pour pouvoir donner un nouveau souffle en réalité. Parce que je pense que la région d'Afrique de l'Ouest, et pas que l'Afrique de l'Ouest aussi, l'Afrique centrale, d'où je suis issu, on aurait besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle manière de penser ces échanges, d'une nouvelle manière de penser sa sécurité et d'une nouvelle manière d'organiser de manière globale sa région. Et aujourd'hui, on est arrivé à ce moment précis où, vous savez, tout à l'heure, on a parlé du fait qu'on passe de 15 à 12. C'est vraiment quelque chose de symbolique. Ça dénote réellement on ne va pas dire l'échec total de la CEDEAO, parce que ce n'est pas le cas. Effectivement, on l'a évoqué sur ce plateau. Son morcellement. Voilà, son morcellement. On a évoqué sur ce plateau les réussites aussi de la CEDEAO, il faut le lui concéder. Mais aujourd'hui, elle n'est plus du tout adaptée à cette idéologie qui est portée par la jeunesse africaine. Et moi, je le martèle ici, je le pense sincèrement que l'AES est issue d'abord d'un mouvement populaire voulu par la jeunesse, et ça se ressent. Une vision voulue par la jeunesse, une vision portée par eux. Et c'est pour ça que cette dissociation a pu se faire aussi. Elle n'a pas été imposée, elle est voulue par les populations, non pas pour se couper totalement des échanges avec la CEDEAO, mais surtout pour essayer de rebattre et redéfinir les relations que nous avons, premièrement à l'intérieur, donc le développement endogène, mais aussi exogène avec les autres grandes puissances du monde, voir comment l'Afrique de l'Ouest va s'organiser pour pouvoir avoir des échanges gagnant-gagnant. Hein, c'est le but. Bon, moi, je crois que de toute façon, la séparation, même si elle est voulue, elle n'aurait pas pu se faire. Parce que les réalités sont... aujourd'hui, si vous voulez voir une partie du monde où les frontières ont un caractère artificiel, il faut aller en Afrique de l'Ouest. Il y a en Gambie, entre la Gambie et le Sénégal, il y a des villages qui sont séparés par la rue. C'est-à-dire que si vous êtes de ce côté de la rue, vous êtes en Gambie, de l'autre côté, bon, comment vous pouvez séparer des populations de cette nature? Et si vous allez au Nigeria, c'est la même chose. Moi, je suis frontalier du Nigeria, je suis du Niger, mais je suis frontalier du Nigeria. Je ne vois pas comment on peut séparer les populations entre Difa et Maïdougouri, ou entre Difa et Damasak, ou entre Difa et Damatrou, parce que ce sont les mêmes populations. Donc, quand on prend en compte ces réalités, on est obligé, et je pense, moi, ce qui est porteur d'espoir pour moi, c'est le fait que, justement, on ait trouvé l'intelligence de ne pas s'engager dans une confrontation. Que chacun ait dit, bon, on va laisser les gens, que chacun ait dit. Si une des parties avait dit, bon, on va rétablir les visas, etc., ça aurait été contre-productif, parce qu'on ne pourra pas. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un du Niger de traverser le Nigeria, ou quelqu'un du Nigeria de traverser. Donc, il y a ces réalités qui se sont imposées aux gens et qui font qu'aujourd'hui, en attendant que le partenariat soit redéfini, et on prend acte des acquis communautaires et on continue avec les acquis communautaires. Je crois que ce qu'il faudra aussi signifier, en parlant de passeport biométrique que vous avez parlé tout à l'heure, donc l'AES a mis combien de temps pour faire son passeport? Il en a mis 1 an. La CEDEAO en a mis 5 ans pour faire son passeport. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'AES est en train de montrer un exemple. L'exemple de la souveraineté, l'exemple de l'efficacité. En quelque sorte qu'il était possible de faire autrement que ce que fait la CEDEAO jusqu'aujourd'hui. Et je crois que les peuples sont éveillés.
Là, tout le monde, tout le peuple africain voudrait vraiment la souveraineté de l'Afrique, mais surtout de l'unité de l'Afrique. Et pour cela, pour l'avoir, nos alliés l'ont fait. Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah et autres ont essayé, ont tenté, mais cette association-là est en train de suivre une frange qui est tout à fait positive. Et aujourd'hui, tout le monde doit les soutenir. Moi, je le dis haut et fort, en quelque sorte. Maintenant, se dissocier de l'AES, ce n'est pas... Et c'est une lecture sage de reconnaître de la part de la CEDEAO encore justement les passeports des pays de l'AES. Oui, mais absolument, mais c'est sage, c'est effectivement sage. Aujourd'hui, je crois qu'il est temps même de réfléchir. Est-ce qu'il n'est pas possible de créer une autre entité similaire à la CEDEAO qui pourra essayer d'effacer techniquement la CEDEAO et avoir un autre nom, et pour que tous ces pays-là puissent se regrouper. Puisque diviser ces 3 pays-là hors de la CEDEAO n'est pas ce qui arrange les Africains et les Africains d'aujourd'hui. Si nous voyons la situation géopolitique, si nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, si nous voyons les puissances qui sont en train de s'aligner, si vous voyez de l'autre côté, même si nous passons un tout petit peu, on quitte l'Afrique de l'Ouest pour aller de l'autre côté de l'Afrique centrale. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont là. Quand nous avons une vision spontanée là-dessus, on a peur. Mais aujourd'hui, on est condamné à être ensemble, à se serrer les mains, à se serrer les coudes pour former une unité. Monsieur Sidiki Abba, il l'a dit tout à l'heure, le grand frère. Ce qu'il a dit, c'est tout à fait sage. Aujourd'hui, économiquement, et même pour parler donc de sécurité, on ne peut pas aller tout seul. Il faut tout le temps s'unir. Il faut tout le temps avoir une force motrice autour de ça pour pouvoir articuler une force qui pourra se battre et pourra faire face aux différents enjeux dont sont confrontés la structure. Parce qu'aujourd'hui, si le Mali a un problème, le Sénégal, qui est son voisin, aura le même problème. Et qui est de la CEDEAO, l'autre est de l'AES. Forcément, tu auras des problèmes. Si le Mali a le problème, le Burkina Faso aura des problèmes. Si la Côte d'Ivoire a des problèmes, le Mali aura des problèmes. Donc cette position géographique donc, nous lie, et nous devons être plus forts que cela. Essayer de trouver donc une entité supérieure qui peut-être sûrement, si c'est la CEDEAO qui bloque, qu'on trouve une entité avec une autre appellation. Balayer la CEDEAO. Ouais, balayer la CEDEAO et créer une nouvelle entité. Pour pouvoir réunir tous ces gens-là, pour que l'AES puisse venir, ne soit pas frustré. Et qu'ils puissent venir en ce moment avec une autre connotation et puissent revenir. Je crois que c'est la solution sine qua non aujourd'hui qu'attendent les Africains. Tout à fait. Oui, d'un point de vue géopolitique, je rejoins tout à fait les propos de mon co-débatteur. Effectivement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire face aux grands enjeux du monde en partant en ordre dispersé. Ça, c'est sûr. Il faut que l'AES et la CEDEAO puissent trouver un nouveau mode de fonctionnement qui fera émerger dans les années plus tard. Je ne sais pas exactement comment ça va se configurer. Je n'ai pas la réponse, mais qu'ils essaient de trouver une entité qui va pouvoir de nouveau les réunir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire face aux grands enjeux. Lorsqu'on regarde dans le monde entier, il y a l'Union européenne, d'un côté, il y a la Chine, qui est un État continent en réalité. Il y a l'Amérique du Sud. Tous les États du monde aujourd'hui se régionalisent. Donc, le fait qu'il y ait cette dissociation, cette scission, en réalité, nous sommes heureux ici, je pense, tous sur le plateau, qu'il n'y ait pas plus de divergence de points, mais que finalement, on se rend compte que c'est une division plus d'idéologie et que une division économique. Donc, on est dans ce paradigme-là et nous souhaitons ici qu'il y ait une vision commune qui réapparaisse plus tard et que l'entité, moi aussi je suis pour que la CEDEAO disparaisse parce que je pense qu'aujourd'hui elle n'est plus adaptée à la réalité du monde de demain. Quand je parle du monde de demain, c'est les grands enjeux auxquels l'Afrique va faire face. Et je peux aussi le dire pour la zone CEMAC. Moi qui suis issu de la CEMAC, je pense personnellement que ce sont des entités qui doivent se réformer en profondeur pour pouvoir faire face aux grands enjeux du futur. C'est dit que je voulais vous faire réagir sur ce que vous venez de dire, Frédéric, sur la division économique et notamment sur l'avenir du franc CFA. C'est l'une des questions qui a été également soulevée. Là, les 3 pays de l'AES, ils continuent, ils restent membres de l'UMOA et donc ils continuent d'utiliser le franc CFA, ils continuent d'être économiquement intégrés aux pays membres. On parle beaucoup de souveraineté sur le plateau, c'est souvent synonyme de l'AES. Est-ce que l'AES, elle peut réellement revendiquer justement sa souveraineté en continuant d'utiliser le franc CFA ? Je crois que la souveraineté aussi se construit par étapes. Absolument. Il y a une étape aujourd'hui de la souveraineté au plan diplomatique pour que les 3 pays ont été capables de saisir ensemble le Conseil de sécurité, de faire des déclarations communes. Donc sur le plan diplomatique, il y a une démarche de souveraineté qui se construit. Sur le plan politique aussi et sécuritaire,
il y a une démarche, puisqu'on a évoqué la force de 5000 hommes qui a été créée, et qui pour la première fois va avoir pour mandat de considérer l'AES comme un territoire unique. C'est-à-dire que la force peut décider que les militaires qui sont basés au Niger vont intervenir au Mali. Ce n'est pas que les militaires maliens vont intervenir au Mali. Non, la force peut décider que les militaires nigériens de la force qui sont là-bas vont intervenir au Mali ou vont intervenir au Burkina. Donc l'AES est présentée pour cette force en tout cas comme une entité. Et je pense que sur le plan de la souveraineté sécuritaire, c'est quelque chose qui est important puisque comme vous savez, et ça a été déploré par les militaires africains eux-mêmes, du temps de la présence des forces étrangères, les forces étrangères ne permettaient pas aux forces nationales de pouvoir avoir une certaine libre autonomie opérationnelle. Il y a des considérations, des interférences qui faisaient. Donc, de ce point de vue aussi, il y a un progrès important qui a été accompli sur le plan de la souveraineté sécuritaire, sur le plan. Maintenant, la souveraineté économique, elle va se construire aussi. Vous savez, il y avait, et ça aussi, ça va venir, je pense. Les États vont créer les conditions. Si vous créez aujourd'hui une monnaie comme ça, ex nihilo, c'est clair que ça peut avoir plus d'impact. Mais il faut y travailler. C'est quelque chose, à mon avis, qui est à l'agenda des dirigeants de l'AES, quand est-ce que ça va se faire. Et puis, même si cela se faisait, puisqu'il y avait la volonté d'avoir une monnaie régionale, une monnaie régionale qui est éco, qui a eu. Bon, il y a eu des blocages, il y a eu des interférences qui n'ont pas prospéré. Mais l'idée, c'est que à l'avenir, la question de la dimension de souveraineté économique aussi va venir avec la monnaie, mais pas que la monnaie seulement. Il n'y a pas que la dimension sécuritaire. Oui, il y a aussi la dimension économique d'autre part, en fait, en quelque sorte, puisque si vous voyez aujourd'hui les pays de l'AES qui sont le Mali, le Niger, nous prenons le cas de Burkina Faso, qui a une usine, qui sont en train de nationaliser des entreprises et qui sont en train de faire un rebond extraordinaire, qui sont en train de fabriquer des voitures. Donc ça, c'est au Burkina Faso. On ne pouvait pas l'espérer au temps où ils étaient dans la CEDEAO. Aujourd'hui qu'ils sortent de la CEDEAO, donc on regarde le Mali qui est en train de nationaliser ses entreprises. Par exemple, des entreprises minières, aujourd'hui, de la plus grande entreprise minière, donc le Mali l'a nationalisé, est en train de tirer ses ressources. Le Mali et l'AES même parvient avec ces trois entités, parvient à louer des satellites. Donc c'est très important. Ils sont en train de montrer le chemin, que c'est possible sans l'autre. Et c'est là où c'est important. C'est possible sans les Occidentaux et c'est important. À un certain moment donné, la CEDEAO, elle est soumise, elle est croupie sous les mains de la puissance occidentale. Et c'est ce qu'il faut se défaire de cela, pour essayer de se démarquer de cela, pour essayer de trouver sa tangente. Et c'est possible. C'est-à-dire que ces jeunes Africains aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent faire comprendre à ces gens-là, que c'est possible sans l'autre. Aujourd'hui, nous devons nous prendre en charge. Si nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, donc il l'a dit, toujours dans la zone CEMAC, vous voyez très bien. Mais divide for ruler, c'est ce qui revient. Alors que nos alliés se sont toujours battus pour cela. Et ce sont les mêmes erreurs que nous sommes en train de faire toujours. Pourquoi? Sous l'influence de la puissance autre. La puissance coloniale qui est là, qui s'impose, qui nous impose des trucs et que nous acceptons toujours. L'AES nous montre le chemin. Et il faudra suivre ce chemin-là. Et c'est ce que la jeunesse africaine approuve. Merci Ibouba. Frédéric Tchoungui, oui, très rapidement. Je pense que je vais parler juste de deux aspects l'aspect économique, de deux points focaux. Tout à l'heure, vous allez parler de nationalisation des entreprises par le Mali. Moi, je suis partagé en tant qu'économiste, parce que je suis un financier, je suis partagé sur l'hypernationalisation. Il faut toujours faire très attention lorsqu'on se dit qu'on va reprendre les grandes entreprises qui sont sur notre sol et qu'on va les nationaliser. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets pervers qui peuvent être la corruption ou la difficulté de gérer les moyens techniques qui ont été mis à notre disposition et de les rendre efficaces et efficients comme ça a été le cas avant. Maintenant, le deuxième aspect, c'est la monnaie. On parle de la monnaie, le franc CFA. Le gros problème avec le franc CFA, quand on parle de souveraineté, c'est que lorsque vous avez le franc CFA, en réalité, vous avez de l'euro, dans le sens où le franc CFA est arrimé à l'euro. Les fluctuations de l'euro sont directement répercutées sur le franc CFA. C'est pour ça qu'on a toujours 655 francs CFA pour 1 euro. Ça, c'est très important de le dire. Et effectivement, si on veut aller vers une souveraineté, il faut qu'on s'enquiert en réalité de cette question monétaire-là et qu'on puisse mettre un agenda bien clair
avec une vision bien claire, réunir des économistes africains, panafricains, pour pouvoir travailler sur la question de la transition monétaire. Peut-être continuer avec le franc CFA et essayer d'insuffler une seconde monnaie qui va petit à petit remplacer le franc CFA lorsqu'elle sera assez forte. En tout cas, il y a beaucoup d'axes comme ça qu'on peut élaborer. Mais effectivement, pour conclure mon propos, il faudra qu'on s'enquiert et qu'on pense à la question monétaire. Comment fait-on pour sortir du franc CFA dans un futur proche? Sidi Kaba, vous voulez le mot de la fin? Non, je pense que tout a été dit. Il y a un chemin d'espoir qui s'est ouvert avec la création de l'AES. Mais moi, j'ai toujours dit que la création de l'AES ne promet pas la CEDEAO à la mort. J'espère avoir tort dans quelques années. Bien, le temps nous le dira. Et on laisse nos téléspectateurs également réagir à cette problématique AES-CEDEAO, les conséquences d'un divorce consommé. Quelles conséquences pour les populations? On vous laisse réagir comme vous le faites souvent dans la barre de commentaires sous nos vidéos YouTube. Merci messieurs d'avoir été parmi nous ce soir. Frédéric, Ibou et Cédric, merci. À très vite pour un prochain numéro de Vox Live. Vox Africa. Je ne suis pas du RDPC. Dieu m'en préserve d'ailleurs. Je ne serai plus jamais du RDPC. Nous avons affaire à des autorités qui ne sont autorités que pour sévir. Ce ne sont pas des gens qui sont au service de l'épanouissement et du développement du Cameroun et des Camerounais. Alors vous, comment est-ce que vous vivez cela? Je vis ça avec beaucoup de tristesse, pas la peur. Surtout pas la peur. Comment est-ce qu'on peut encore oser, du côté du pouvoir, nous parler de démocratie? Si tout le monde doit être là à dire « Béni, oui, mais monsieur Biya, vous êtes le plus beau, le plus... » C'est pas possible. On ne muselle pas son adversaire politique. Et on n'abuse pas de pouvoirs qui vont avec pour les mettre en prison et hors d'état de nuire. On ne fait pas ça. Pourquoi on doit punir quelqu'un parce qu'il dit qu'il veut changer? Qu'est-ce qu'on peut nous reprocher là? On ne peut pas avoir ras-le-bol. On ne peut pas vous dire ça suffit. On a eu certains, mais pourquoi? Qui a dit qu'on ne doit pas dire ça suffit? Qu'on ne nous enferme pas ici, comme si on a un devoir divin avec le président Biya. Mais c'est ce que certains... Le contrat qu'on va signer avec lui, c'est un contrat synalagmatique qui a des devoirs et des droits pour les deux parties. Nous, on lui a donné. Il a donné quoi? La désolation. Quand je vois les Camerounais comme je l'ai fait hier, quand je suis allé acheter mon riz aussi, on est devenus des mendiants de grains de riz dans mon pays. Les gens s'alignent ça me fait sauter au plafond. Comparer la justice du temps d'Aïdjo, qui était réputée être un dictateur, à la justice du temps de Biya. Alors vous qui avez fait les deux époques dans les tribunaux, dites-nous, quelle est la comparaison que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous lui direz s'il était en face de vous? Je lui dirais, monsieur le président, mon Dieu, qu'est-ce que vous m'avez fait comme mal? Vox Africa.